difficile de tenter de faire un peu le point, qu'est-ce qu'on connaît en matière d'intervention sur les problèmes de santé psychologique, santé mentale au travail. Alors, je vais tenter de vous amener dans cette direction-là. Effectivement, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Historiquement, on a parlé plus de santé mentale que de santé psychologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre un peu les deux. On utilise les termes de façon échangeable, santé mentale, santé psychologique. C'est un peu la même chose. Mais on s'entend pour dire, si on prend un peu la définition de l'OMS, que la santé mentale, ce n'est pas juste une question de maladie. C'est vraiment quelque chose, se sentir bien, être capable de fonctionner dans la société et puis d'apporter une contribution de façon générale à partir du travail, la famille, etc. Donc, c'est aussi pas seulement des problèmes, mais c'est aussi un état d'être. Mais malgré ça, il faut quand même voir qu'il y a aussi des troubles, puis des problèmes, puis différentes situations qui sont un petit peu plus difficiles. C'est important de faire, je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est important de faire un peu des distinctions. Première chose, troubles de santé mentale. Ce n'est pas des problèmes de santé mentale. Quand on parle de troubles de santé mentale, on est vraiment plus devant les états des problèmes de santé chroniques. Problèmes de schizophrénie, problèmes de bipolarité, problèmes pour lesquels souvent, c'est plutôt à travers la médication et tout ça qu'on va réussir à trouver des solutions pour ces personnes-là. Problèmes de santé mentale. Là, on est devant plus des problèmes sur lesquels on peut potentiellement intervenir. Ce n'est pas des problèmes de santé chroniques. On va penser, par exemple, aux problèmes de détresse psychologique. On va penser aux symptômes dépressifs. Ce n'est pas des troubles dépressifs, c'est des symptômes qu'on ressent qui nous rendent inconfortables. Et évidemment, tout ce qui relève des symptômes reliés à l'épuisement professionnel, le fameux problème de burn-out. Puis, dernière chose qui était apparue plus récemment à partir de la fin des années 90-2000, tout ce qui relève plus spécifiquement de la santé psychologique, le bien-être, le mieux-être au travail, favoriser l'épanouissement des personnes, etc. Donc, on est devant quelque chose qui est un petit peu différent. Santé psychologique relève davantage d'une dimension plus positive de la santé mentale, alors que les gens qui vont travailler sur les questions plus de santé mentale vont s'intéresser davantage aux problèmes. Ce qui est mon cas. Donc, les problèmes les plus fréquents avec lesquels on doit composer, plus particulièrement au quotidien dans nos milieux de travail, c'est les problèmes essentiellement de détresse psychologique, les symptômes dépressifs, puis les problèmes d'épuisement professionnel, les problèmes de burn-out. Si on regarde rapidement un peu c'est quoi l'ampleur de ces problèmes-là, bien, écoutez, la situation est encore quand même assez problématique. Selon l'enquête québécoise sur la santé de la population, ça, c'est vraiment notre étude populationnelle, baromètre pour l'ensemble du Québec, là. On était à 26 % de problèmes de détresse en 2014-2015. On a grimpé à 38 % pour la période 2000-2021. Donc, on peut voir là, que la détresse s'élève de façon assez importante. Pour les symptômes dépressifs et l'épuisement professionnel, on n'a pas d'enquête populationnelle. Par contre, on peut regarder une enquête qui est en cours à l'Université de Montréal, qui suit un échantillon de plus de 12 000 personnes depuis 2019. C'est une étude longitudinale, c'est menée par l'Observatoire sur la santé et mieux-être au travail à l'Université de Montréal. Symptômes dépressifs, ce n'est pas mineur, là. 14 à 18 % des personnes vont rapporter des problèmes. Épuisement professionnel, 25 à 31 % des personnes vont rapporter des symptômes d'épuisement professionnel. Donc, on est devant une problématique qui est extrêmement importante et qui touche un nombre considérable de personnes. Puis évidemment, ça a des coûts importants. 50 000, selon Desjardins Assurances, 50 milliards de pertes au Canada attribuables à des problèmes de santé mentale. Pour les assureurs privés, on le sait, 30 % des réclamations d'assurance d'invalidité, 70 % des coûts reliés à l'invalidité en milieu de travail. C'est énorme. C'est vraiment énorme. À la commission, à la CNSST, on a dépensé entre 2014 et 2019 1,01 milliard en réclamations pour des lésions psychologiques. C'est majeur, là. On n'est pas devant quelque chose qui est tout à fait mineur. Puis en plus, ces lésions-là sont en progression. Puis merci à l'IRSST d'avoir fait cette estimation. J'ai d'ailleurs M. Lebeau, là, qui n'est pas très loin là, dans la salle. Donc, un travail qu'on a fait pour tenter de mettre un peu d'importance de lumière sur cette problématique. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça se fait que ça arrive, tous ces problèmes-là? Bien, évidemment, on a un modèle avec lequel on a travaillé depuis de nombreuses années qui tente d'expliquer pourquoi ça apparaît, ces problèmes de santé mentale-là ou ces problèmes de santé psychologique-là.
Hein. Certains d'entre vous connaissent ça. C'est essentiellement un modèle qu'on va appeler le mécanisme biopsychosocial. Donc, il y a à la fois des dimensions sociales, il y a à la fois des dimensions biologiques, puis ça a des répercussions sur la santé des personnes. Hein. On est tous exposés dans notre quotidien à des stresseurs dans notre environnement. Les stresseurs, ça peut être dans le milieu de travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans la communauté, ça peut être de la façon plus large dans la société dans laquelle vous vivez. On est exposé donc à un ensemble de stresseurs. Ces stresseurs-là vont entraîner une réaction chez vous, ce qu'on va appeler la réaction physiologique, la réponse de stress. Pour ceux et celles qui connaissent Sonia Lupien, Sonia a travaillé énormément là-dessus. Vous avez entendu parler de cortisol, vous avez entendu parler de toutes sortes de choses. Donc, on réagit fortement lorsqu'on est exposé à des stresseurs. Et ça va nous amener, avec le temps, à développer des symptômes, différents problèmes. Puis là, vous avez le bout en bas, là, c'est marqué évaluation modérateur, évaluation individuelle. Mais ça, c'est tous les mécanismes de gestion du stress, d'adaptation, de trait de personnalité, de différents hommes-femmes, d'âge et tout ça, qui fait que vous allez décoder de façon différente les stresseurs auxquels vous êtes exposés. Ça, c'est le modèle un peu de général avec lequel on travaille. Puis si on regarde un peu ce que ça a donné comme résultat ça, dans la recherche au cours des dernières années, qu'est-ce qu'on connaît, par exemple, en matière de conception des tâches? C'est quoi les évidences scientifiques fortes sur lesquelles on peut s'appuyer pour intervenir? Hein? Conception des tâches, on va parler d'utilisation des compétences, on va parler d'autorité décisionnelle, on va parler de l'attitude décisionnelle, bref, de contrôle sur le travail. Les demandes, les exigences du travail, les demandes physiques, ce qui inclut l'exposition à certains contaminants, les demandes psychologiques, tout ce qui relève de la charge de travail, du rythme de travail, les demandes conflictuelles auxquelles vous êtes exposés, évidemment les demandes émotionnelles, les gens qui sont dans le secteur de la santé, qui sont confrontés à la souffrance, la mort, services sociaux, etc. Donc, aussi quelque chose d'extrêmement important, mais il ne faut pas les oublier non plus, les demandes contractuelles, tout ce qui relève des heures de travail et des horaires de travail, aussi extrêmement important. Les relations sociales. Hein? Ça, quand même, je ne vous apprends pas grand-chose aujourd'hui. Ça me permet juste de vous recamper un peu la problématique générale pour savoir sur quoi il faut intervenir. Hein? Les relations sociales, on le sait depuis de nombreuses années, soutien des collègues, soutien de la supervision abusive, on a parlé tantôt, les problèmes de violence en milieu de travail, d'harcèlement, les problèmes d'intimidation, etc. Donc, on a tout un beau volet là, extrêmement intéressant de relations sociales au travail sur lesquelles on peut intervenir. Mais aussi les récompenses. Tout ce qui relève de la sécurité d'emploi, la reconnaissance, les perspectives de carrière, la juste rémunération, les récompenses globales, puis plus récemment, toutes les questions qui tournent autour de la justice organisationnelle. Encore une fois, des éléments sur lesquels on peut intervenir. Et bien sûr, on sait depuis de nombreuses années que la tension au travail, donc le déséquilibre, l'écart entre les demandes qu'on vous impose et le contrôle que vous avez sur votre travail, ça apporte des problèmes extrêmement importants. Même chose aussi en matière de déséquilibre. Les récompenses que vous obtenez et les efforts que vous mettez dans votre travail, s'il y a un déséquilibre, ça aussi, ça crée de la tension et ça va générer des problèmes. Puis les RPS dans tout ça. Hein, je n'ai pas encore dit le mot RPS, hein, les risques psychosociaux. Bien, les RPS, qu'est-ce qu'ils font? Ils se manifestent à travers les dimensions que je viens de discuter avec vous. Les RPS, on les retrouve dans la conception des tâches, on les retrouve dans les demandes, on les retrouve dans les relations sociales, puis on les retrouve aussi dans les gratifications, les récompenses. Donc, les RPS, c'est plus que les questions de violence au travail ou d'harcèlement ou d'événements traumatiques. Donc, les RPS sont nombreux et le défi, c'est d'arriver à être en mesure d'intervenir puis de contrôler, de surveiller ces différents RPS. Puis en plus, juste pour nous compliquer la tâche en matière d'intervention, bien, il y a aussi des facteurs individuels puis hors travail qui influencent les personnes en matière de santé mentale. Hein? Tout ce qui relève de votre situation dans la famille puis dans votre réseau social. Là, hein? Le statut marital, le statut parental. Bon, je vous fais la liste, là, je vais faire un petit peu l'économie parce que je vais vous parler un petit peu plus de pratiques d'intervention, les problèmes de conciliation travail-famille, les tensions dans le couple, les tensions avec les enfants, bref, des stresseurs, là, il n'y en a pas juste au travail, des stresseurs, il y en a aussi à l'extérieur du milieu de travail. Oups, je suis allé un petit peu vite. Puis, évidemment, des conditions personnelles ou des caractéristiques personnelles.
hein, en matière démographique, âge, sexe, niveau d'éducation, etc., votre état de santé général. Avez-vous des problèmes de santé chronique? Oui, vous êtes atteint d'une maladie de Crohn, vous êtes atteint d'une sclérose en plaques. Évidemment, ça a des impacts sur votre santé mentale. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qu'on connaît, là, qui sont robustes pour nous permettre d'avancer sur les questions de santé mentale, santé psychologique, des facteurs qui sont dans le travail, mais aussi des facteurs qui sont à l'extérieur, puis certaines conditions personnelles qui vont avoir une influence sur la façon dont, par exemple, les résultats vont fonctionner ou pas en matière d'intervention. Ah, on va être content, il me reste presque 18 minutes pour en parler. Ça va bien? Donc, l'intervention maintenant. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de façons, toutes sortes de modèles sur lesquels on peut se baser et tout ça, mais de façon plus large. Si on essaie de regarder ça de façon un petit peu plus étendue, il y a 3 grands niveaux sur lesquels on peut intervenir pour influencer santé mentale, santé psychologique. Hein. Il y a le niveau macro. Hein, dans une organisation, là, c'est des façons plus générales sur le contexte de l'entreprise, sur les pratiques qu'on développe pour faire de l'identification de risques, pour faire de la communication, de l'information auprès de la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est un niveau plus général, travailler sur la culture de l'entreprise, le climat, bref, là, un niveau supérieur. Ensuite, un niveau qui est extrêmement important, c'est le niveau méso. Donc, c'est tout ce qui relève des conditions de l'organisation du travail. C'est tout ce qui relève des conditions dans votre milieu auxquelles vous êtes exposé. Hein? Vos demandes, les tâches que vous avez à accomplir, les relations que vous maintenez avec vos collègues, votre superviseur, bon, etc., etc. Ça, c'est vraiment un niveau intermédiaire et c'est vraiment le niveau des tâches du quotidien du travail. Et il nous reste le niveau micro, qui est le niveau plus individuel. Donc, tout ce qui relève, par exemple, de l'état de santé de la personne, des pratiques qu'on va développer pour tenter d'influencer via l'activité physique, la nutrition, la gestion du stress, la formation, l'adaptation, le yoga, la méditation. On voit les 3 niveaux différents. Hein? Au niveau global de l'entreprise, ou du milieu de travail, pardon. Le niveau méso, plus directement sur les conditions de travail. Puis au niveau micro, plus particulièrement sur l'individu lui-même, tenter essentiellement de soulager les symptômes. Bon, maintenant, on va essayer de faire un petit peu le point sur qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. On s'amuse à l'Observatoire sur la santé et mieux-être de l'Université de Montréal à faire une recension des méta-analyses qui se sont intéressées aux questions d'intervention pour influencer les problèmes de détresse, de dépression puis d'épuisement professionnel. Alors, on appelle ça le catalogue des meilleures pratiques. Vous pourrez aller voir, là, c'est sur le site web de l'Observatoire. Et qu'est-ce que l'Observatoire fait? Tente de recenser tout ce qui s'est publié en matière de méta-analyse depuis les 25 dernières années. Donc, ce n'est pas récemment, là, c'est vraiment historiquement tout ce qu'on peut couvrir comme intervention. Et là, vous avez devant vous là, le tableau qui est là. Il y a à peu près une centaine, un petit peu plus qu'une centaine de méta-analyses qui ont été publiées jusqu'à maintenant. Puis les méta-analyses, là, c'est la crème de la crème. Là. Quand on est rendu là, c'est vraiment la synthèse de ce qu'on connaît à partir d'un paquet d'études qu'on fait sur un sujet en particulier. Alors, premier constat qu'on peut voir ici, hein, ben, on semble mettre beaucoup l'accent sur l'individu. Hein, la très grande majorité de ce qui a été fait jusqu'à maintenant est publié en matière de méta-analyse, la crème de la crème, concerne davantage l'individu que les conditions de travail ou, de façon plus générale, le contexte ou la dimension plus organisationnelle générale du milieu de travail. Alors, premier constat qu'on peut faire de ça. Mais on peut se dire aussi, est-ce que c'est représentatif, tout ça, là, ces méta-analyses? Est-ce que c'est juste une population particulière qui est couverte? Bien, la réponse, c'est non. Alors, les méta-analyses vont avoir tendance à couvrir une très grande diversité de secteurs, autant le secteur de la santé, le secteur municipal, des secteurs industriels, toutes sortes d'occupations et de professions qui sont représentées à l'intérieur de ces méta-analyses-là. Et donc, ça peut nous aider à avancer en termes de est-ce qu'on peut étendre les résultats qu'on obtient à partir de ce catalogue-là. Maintenant, ce qui doit vous intéresser peut-être un petit peu plus, c'est qu'est-ce que ça donne, ça? Hein?
toutes ces interventions-là, est-ce que ça a de l'effet si on est au niveau, peu importe, là. Est-ce que ça a un effet élevé? Est-ce que ça a un effet moyen, faible, ou au contraire, ça n'a pas d'effet du tout? Alors, ce que vous pouvez voir devant vous, c'est que de façon générale, la moyenne au bâton, si je peux prendre une expression sportive, on vient de finir les séries mondiales, hein? Pauvre Blue Jays. La moyenne au bâton reste plutôt moyenne. Hein? Plutôt moyenne. Hein? On est en gros, en matière de, si on prend en moyen, là, on est à 44 pour les interventions sur la détresse psychologique, 63 pour la dépression, puis 51 pour l'épuisement professionnel. Il y a une seule étude, c'est-à-dire une seule méta-analyse qui réussit à rapporter des effets qu'on peut qualifier élevés. Une seule là, sur plus que la centaine qu'on a examinée, là, qui au total là, nous amène à peu près à 3 là. Puis vous pouvez voir qu'en matière d'épuisement professionnel, notre fameux burn-out, c'est encore plus difficile, là. Et les interventions où on ne trouve pas d'effet, aucun effet, on est à 44 hein? Donc, on n'a pas fini de travailler, là. On n'a pas fini de s'investir pour essayer d'améliorer ce qu'on fait en matière d'intervention pour tenter de réduire ces problèmes de détresse, de dépression puis d'épuisement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme étant, par exemple, une intervention qui a un effet élevé? Ah, là, on trouve, par exemple, le yoga, accompagné de musique douce et tout ça. Yamasté, ça a marché. Je pensais à ça ce matin. Pour le personnel de la santé. Donc, c'est la seule qui ressort comme étant, seule intervention, pile d'interventions qui ressortent comme ayant un effet élevé pour tenter de réduire les symptômes. Puis ici, en particulier, c'est les symptômes de dépression. Après ça, bien là, on peut passer à, c'est quoi, là, qu'est-ce qui nous reste comme étant des effets moyens? On s'entend que déjà, effet moyen, on peut s'appuyer là-dessus, c'est déjà pas mal intéressant. Mais comme c'est pas mal tout sur l'individu, bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître là-dedans? C'est davantage des interventions de type méditation, de type gestion du stress, de type thérapie cognitivo-comportementale, différentes approches thérapeutiques. Donc, on est davantage sur soulager les symptômes et non pas changer la cause des symptômes. Je pense qu'on s'entend un petit peu tous là-dessus. Hein? Mais on a des effets moyens. Hein? Donc, ça veut dire que ça peut marcher, là. C'est comme donner le médicament pour réduire les symptômes. Mais on a un effet moyen, ça semble marcher. Après ça, on a une série, bien sûr, d'études où là, c'est plutôt des effets faibles. Bien, encore une fois, là, on va trouver évidemment beaucoup de micros. Encore une fois, c'est toujours la même chose, là. On est davantage devant des trucs méditation, thérapie, des trucs comme ça, gestion du stress. Là, vous voyez apparaître, je l'ai mis en espèce d'orangé, là. Ah, là, on a des interventions sur le méso, donc sur les conditions de travail. Deux choses là, qui semblent avoir fonctionné. Ce n'est peut-être pas les effets formidables, des effets faibles, mais comme le disait mon prof de méthodologie quand j'étais à l'université, dans la noirceur totale, vaut mieux l'éclairage d'une chandelle que rien pantoute. Hein? Alors donc, on sait que si on investit, on fait des interventions pour contrôler la charge de travail ou pour favoriser la participation des employés, on risque d'avoir un effet en termes de diminution des problèmes d'épuisement professionnel. Puis rappelez-vous, là, les problèmes d'épuisement professionnel, c'est important, là, hein? 25 à 31 des employés qui en rapportent. Là. Et à la fin, bien sûr, bien là, il y a un paquet d'études ou paquet de méthodes qui ne trouvent aucun effet. Autant pour des pratiques ou des interventions qui portent plus sur des aspects, encore une fois, liés à la méditation, gestion du stress. Il y a un paquet de trucs aussi qui portent sur des applications mobiles, etc. Donc, travailler sur les symptômes. On voit qu'en matière de dépression, de détresse, ça arrive. Pas toujours à des résultats concluants. Mais on a aussi des efforts qui ont été mis pour tenter d'influencer via les conditions de travail, puis la dimension plus générale de l'organisation.
pouvez voir qu'actuellement, là aussi, c'est encore difficile d'arriver à changer les choses via la modification des conditions de travail. C'est la même chose en matière d'épuisement professionnel. On peut voir qu'il y a des efforts qui sont faits, mais là, évidemment, si on se met à creuser, il y a toutes sortes de raisons qui vont expliquer pourquoi on n'a pas trouvé d'effet, la condition économique a changé, il y a toutes sortes de choses dans l'entreprise, etc. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a trouvé des résultats plus faibles, qu'il faut arrêter de travailler sur la question des conditions de travail. Rappelez-vous, la question des conditions de travail, c'est votre exposition. Puis pourquoi il faut continuer à travailler là-dessus? Parce que si on déplace un peu le focus, là, au lieu de dire juste le symptôme de l'individu, je vais regarder un peu la performance de mon organisation si j'interviens en matière de santé mentale, santé psychologique et mieux-être au travail. Vous avez devant vous là, une étude qui a été faite, ça commence à dater là, de 2015. C'est à peu près la seule étude qui a travaillé avec un échantillon aussi important de milieu de travail, puis d'organisation de façon plus générale. Puis l'avantage aussi de cette étude-là, c'est qu'elle nous renseigne sur l'absentéisme pour problèmes de santé mentale. Pas l'absentéisme de santé en général, mais absentéisme, réclamation à l'assureur pour problèmes de santé mentale. Là, ce que vous avez devant vous, là, c'est des chiffres qui parlent d'entreprises qui sont plus performantes pour réduire leur bilan en matière de réclamation pour problèmes de santé mentale comparativement aux autres entreprises. Là, les chiffres qui sont là, ils sont très encourageants pour nous aider à poursuivre dans cette direction-là. Vous avez un chiffre là, pour la conception des tâches, 6,8. Je n'ai pas l'intervalle de confiance, là, on va faire ça simple. Là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les entreprises qui investissaient dans des pratiques pour améliorer, entre autres, la participation des employés, avaient 7 fois plus de chances, pas rien, là, 7 fois plus de chances d'avoir des taux de réclamation plus faibles. Alors, on vient d'avoir une sacrée bonne clé, là, si on veut intervenir. 7 fois, c'est pas rien, là. Contrôle des demandes, on est presque à 2 fois. Puis sur les récompenses, on est presque, je vois mon chiffre, là, on est presque à 3 fois plus de chances d'être efficace, d'arriver à réduire nos réclamations. Puis quand on met la lumière sur la dimension plus individuelle, l'intervention sur les individus, il y en a des effets, oui, mais peut-être pas aussi prononcés qu'on penserait. Hein? Promotion de l'activité physique. Il n'y a pas aucune des interventions que je vous ai présentées tantôt dans les méta-analyses qui parlait d'activité physique. C'est quand même un peu étonnant. Alors qu'on sait que l'activité physique, on en a un exemple ici, là, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir des taux de réclamation plus faibles si on investit dans la promotion de l'activité physique. Ça peut être de toutes sortes de façons. Là. On peut payer des abonnements dans des gyms à l'intérieur, etc. Là, toutes sortes de façons de le faire. Et l'autre élément extrêmement important, c'est les pratiques qui vont favoriser la conciliation travail-famille. 3 fois plus de chances. Fait que, oui, peut-être que ce qu'on a vu sur les interventions sur le niveau de l'individu, on est plutôt modeste, plutôt moyen. Quelquefois, on n'a pas d'effet. C'est clairement ça qui va ressortir, avec un emphase important sur l'individu. Mais quand on se projette au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation, bien, franchement, là, on peut vraiment arriver à changer les choses, en travaillant en particulier sur les conditions de travail. Alors, en conclusion, clairement, là, ce qui ressort de cette évaluation de qu'est-ce qu'on sait sur l'intervention en matière de santé psychologique, santé mentale, c'est qu'on a mis beaucoup de lumière sur l'individu. Comment calmer les symptômes à travers des pratiques de méditation, de yoga, de gestion du stress, d'adaptation au stress. Il y a vraiment beaucoup d'importance qu'on a accordée à ça. Et de façon plus générale, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, quand on met toute la lumière sur l'individu, la réduction de son stress, bien, ça donne des effets plutôt modestes, globalement.
Puis je ne vous en ai pas parlé, là, mais ce qu'on remarque aussi dans ces méta-analyses-là, c'est que pour beaucoup de pratiques d'intervention, de méditation, de thérapie et tout ça, bien, les effets diminuent avec le temps. J'aurais beau méditer, si je suis continuellement devant un superviseur qui est abusif avec moi, ça ne changera pas mon stresseur. Peut-être que ça va fonctionner pendant 1 mois. Je vais pratiquer, faire 2 séances de méditation par jour. Peut-être que ça va m'aider. Mais le stresseur, lui, il ne changera pas. Le superviseur va toujours être là. Peut-être que je vais être obligé d'augmenter ma fréquence à 4 fois par mois, par semaine ou par jour. Mais le stresseur, lui, il est toujours là. Puis globalement, ce qu'on a pu observer, c'est que sur l'ensemble des méta-analyses, là, ce qui semble marcher peut-être un petit peu plus, c'est ce qui a été fait pour tenter de réduire les problèmes de détresse psychologique. Donc, il y a encore des efforts à mettre là, si on veut travailler sur la dépression et l'épuisement professionnel. Alors donc, je pense que le message est assez clair. C'est important qu'on mette l'emphase, qu'on mette la lumière, pas seulement sur l'individu, mais sur les conditions de l'organisation du travail. Parce que les conditions de l'organisation du travail, ce sont les stresseurs. C'est les conditions auxquelles vous êtes exposés. On peut bien travailler à vous adapter, à vous former, à faire toutes sortes de choses pour vous aider à faire face au stress, mais on ne change pas les stresseurs. On ne change pas les expositions, on ne change pas l'intensité des expositions. Un petit rappel, je pense que c'est important qu'on garde ça en tête. Parce que même si vous mettez toute la lumière sur la gestion individuelle, avec le temps, si le stresseur ne change pas, vous allez avoir peut-être un soulagement momentané pendant un certain temps, mais si l'intensité du stresseur ne change pas, inévitablement, les symptômes vont venir. Alors, santé mentale, santé psychologique, avec la nouvelle législation, la modernisation du système, on a vraiment des clés là, pour être en mesure d'avancer, pour favoriser là, davantage d'intervention puis de prévention. Puis c'est un nouveau terme qu'on a dans la législation, puis allons-y, abreuvons-nous, profitons-en, tentons de modifier et de prévenir les atteintes à l'intégrité psychique. Et je m'arrête là-dessus.